Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette capsule narrée portant sur la sialorrhée chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, présentée par l'équipe 3. Voici le plan de notre présentation. Avant d'aller plus loin, il est important de bien comprendre ce qu'est la sialorrhée. En fait, la sialorrhée est un écoulement de salive hors de la bouche qui représente un symptôme chez 28% des patients atteints de Parkinson. C'est pour cela que notre sujet portera sur les causes de la sialorrhée chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Cette présentation vise donc à présenter le lien entre la sialorrhée chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et ses causes, plus particulièrement en lien avec l'attention divisée. Nous tenterons aussi de situer le rôle de l'ergothérapeute dans le but de minimiser les impacts occupationnels de ce trouble en lien avec les causes soulevées par nos articles scientifiques. L'article qui nous a été imposé pour le travail est Drooling in Parkinson's Disease, Evidence of a Role for Divided Attention par Reynolds, Miller et Walker. L'objectif de l'étude était de voir si la fréquence de déglutition de la salive, la sévérité de la sialorrhée et la fréquence de la sialorrhée des personnes atteintes de Parkinson sont affectées par l'attention divisée lors d'une tâche cognitive. Des études précédentes ont effectivement démontré qu'il y a un lien entre la cognition et la déglutition, mais aucune étude ne s'attarde au lien entre la cognition et la sialorrhée dans un contexte d'attention divisée. En tout, il y a 18 personnes atteintes de Parkinson qui ont participé à l'étude, dont 4 femmes et 14 hommes. Ce sont toutes des personnes qui rapportent une sialorrhée qu'on pourrait qualifier de modérée à sévère durant le jour. L'étude qui a été réalisée est une étude observationnelle transversale qui combine les mesures quantitatives de la fréquence de déglutition et de sialorrhée au repos et lors d'une tâche cognitive. Une évaluation cognitive, le MoCA, est aussi administrée et des questionnaires semi-quantitatifs ont été complétés. Les collectes de données, les observations s'effectuaient directement au domicile des participants en 2 visites différentes qui totalisaient 2 heures et demie. Lors de la première visite, des données sur la personne, soit l'âge, le stade de la maladie et le temps écoulé depuis le diagnostic, étaient collectées. Le MoCA est administré et une auto-évaluation de la sialorrhée était réalisée par le participant. La deuxième visite consistait en 2 tâches durant lesquelles la fréquence de déglutition ainsi que la sévérité et la fréquence de la sialorrhée étaient mesurées. Pendant la première tâche, le participant écoutait un programme de nouvelles à la télévision durant 30 minutes. Ça, c'était l'observation au repos. Durant la deuxième tâche, le participant se faisait observer pendant qu'il réalisait à l'ordinateur une tâche d'association de mots. La fréquence de déglutition était mesurée lors des 2 tâches grâce à un microphone. La sévérité de la sialorrhée et sa fréquence étaient aussi observées et cotées à des intervalles de 5 minutes avec la Drooling Severity and Frequency Rating Scale. Les participants étaient aussi filmés afin de permettre à un deuxième observateur d'évaluer les variables. Les résultats ont montré, en fait, du lien avec la fréquence de la déglutition, qu'il n'y avait pas de corrélation significative entre le score MoCA et la fréquence de déglutition. Par contre, en ce qui concerne la fréquence de la sialorrhée et la fréquence de déglutition, les auteurs ont noté des impacts significatifs de la tâche cognitive sur la fréquence de la sialorrhée et sur la fréquence de déglutition de salive, ce qui n'est pas noté au repos. Aussi, pour ce qui est de la sévérité de la sialorrhée, on observe une corrélation négative significative de la sévérité de la sialorrhée, c'est-à-dire que l'augmentation de la sévérité de salivation au repos est significativement corrélée avec la diminution de la fonction cognitive qui était évaluée avec le MoCA. De plus, l'étude a permis de mettre en lumière le fait que les participants avalaient moins fréquemment et bavaient plus fréquemment pendant les tâches cognitives, ce qui suggère que le contrôle salivaire demande un certain degré d'attention afin de gérer la salive en bouche chez les personnes atteintes de Parkinson. Pour ce qui est des forces de l'étude, les auteurs ont noté que leur échantillon était représentatif de la population. Quant à nous, on décèle qu'il y a un aspect innovateur à leur recherche puisqu'ils mentionnent être les premiers à évaluer l'influence de l'attention divisée sur la fréquence de déglutition ainsi que sur la sévérité et la fréquence de la sialorrhée. En outre, leur méthodologie est décrite de manière claire et détaillée, ce qui démontre leur rigueur. Les auteurs, quant à eux, démontrent aussi beaucoup de limites en lien avec leur étude, d'où notre choix d'aborder seulement celles que nous trouvons saillantes. Tout d'abord, la petite taille de l'échantillon réduit la force des corrélations.
De plus, la façon de mesurer la sévérité de la scialurie n'était peut-être pas suffisamment sensible au degré de variation, c'est pourquoi les auteurs proposent de prendre des mesures plus objectives pour évaluer la sévérité des écoulements de salive. Une autre limite mentionnée est qu'ils ne peuvent pas établir une relation de cause à effet entre le type de tâche effectuée et la scialurie, puisque la relation pourrait changer selon le type de tâche cognitive. Également, les auteurs mentionnent que les écoulements de salive peuvent être pires dans la phase off de la médication, alors que l'étude a été réalisée lors de la phase 1. Nous croyons donc qu'il est important de considérer toutes les phases de la médication sans se concentrer seulement sur une phase, puisqu'au quotidien, il pourrait y avoir des variations entre les phases on et off de la médication, qui pourrait aussi avoir un impact sur la scialurie. Puis, ça nécessiterait donc d'augmenter la durée des observations dans l'étude. Donc, en plus des différentes causes qui ont été ressorties dans notre article, telles que la tension divisée et l'impact des troubles de cognition, nous nous sommes intéressés à d'autres articles qui décrivent les facteurs qui peuvent expliquer la présence de scialurie chez certaines personnes dans le but de mieux cibler les interventions que l'on peut faire en ergothérapie auprès de cette clientèle. Donc, pour ce qui est des facteurs causaux de la scialurie, on dénote qu'une diminution de la capacité à maintenir la salive en bouche peut s'expliquer par une sévère hypomimie, une posture en flexion antérieure de la tête penchée vers l'avant et une ouverture non intentionnelle de la bouche. Des atteintes sensorielles sont aussi fréquentes, ce qui fait en sorte que les personnes sont moins conscientes de la présence de leur salive. Des atteintes aussi au niveau du fonctionnement des lèvres et de la langue peuvent expliquer ces difficultés. Pour ce qui est de la sécrétion de salive, les avis sont mitigés. D'une part, cela pourrait être dû à une hypersalivation, mais d'un autre part, la scialurie est souvent interprétée à tort comme une hypersalivation, alors qu'en réalité, c'est plutôt un problème d'hypodéglutition. En effet, les personnes atteintes de Parkinson auraient une dysfonction de la déglutition au niveau de la phase oropharyngée, qui serait une composante majeure contribuant à la scialurie. Cette dysfonction pourrait être causée par de la bradykinésie. La phase œsophagienne peut aussi avoir un impact sur la déglutition par une diminution de péristaltisme de l'œsophage supérieur. Le mouvement antéro-postérieur de la langue est également diminué et la durée de la phase de transport augmentée. Ainsi, le rythme de déglutition spontanée peut diminuer à 48 par heure en comparaison à 71 par heure pour une clientèle ne présentant pas la maladie de Parkinson. Il y a plusieurs autres causes possibles. Comme on l'a mentionné précédemment, plus la scialurie, il y a plus de scialurie en fait pendant la phase off de la médication. La fatigabilité, la rigidité et la kinésie. La sévérité et la durée de la maladie peuvent également être des facteurs causaux possibles parmi d'autres facteurs que je n'ai pas nommés. Bien évidemment, ces différentes causes ont plusieurs impacts autant pour la personne présentant de la scialurie que pour son entourage, autant sur la qualité de vie de la personne qui souffre de scialurie que sur la qualité de vie de son aidant, puis présente également des impacts pour la sécurité de la personne. Les impacts au niveau de la qualité de vie de la personne et de l'aidant tournent beaucoup autour de l'anxiété, de la honte, puis également autour d'une perte de plaisir pour ce qui est de la personne qui en souffre. Puis au niveau de la sécurité de cette personne, on note un risque de pneumonie d'aspiration qui peut être causé par les possibilités d'aspiration silencieuse de salive et la pauvre hygiène orale, ce qui est aussi associé à un risque d'infection respiratoire. Il y a aussi un risque en fait associé à un problème de dénutrition ou de déshydratation si la personne évite de manger en raison de la perte de plaisir et de la gêne. Donc maintenant que vous avez pris connaissance des causes qui ressortent le plus de la littérature, je vais maintenant aborder le rôle de l'ergothérapeute et les interventions possibles. Dans la littérature, il ressort que deux grandes catégories d'interventions ont démontré une efficacité pour la scialurie, soit les interventions pharmacologiques et les interventions non pharmacologiques. Comme vous pouvez vous en douter, en ergothérapie, on va avoir un rôle important à jouer pour les interventions non pharmacologiques. Plus précisément, notre rôle en ergothérapie est d'améliorer les habiletés fonctionnelles qui affectent la capacité à s'alimenter, ce qui peut avoir un impact sur la qualité de vie et la sécurité de la personne. Des approches de réadaptation et de compensation peuvent être utilisées également. Donc, pour ce qui est de la démarche clinique, les interventions qui peuvent être faites par l'ergothérapeute, on peut intervenir notamment au niveau du positionnement, soit l'alignement de la tête, du tronc, du bassin, des pieds, selon les particularités du client, puis ce qui est à adapter aux besoins. Dans ce cas-ci, ce qui nous préoccupe le plus, c'est la tête, qui est souvent en flexion antérieure et qui est à éviter.
On peut également donner des exercices oropharyngés. Puis ces exercices choisis tiendront compte des principes de réadaptation, tels qu'avoir une intensité bien graduée, une durée suffisante et une fréquence permettant de créer un changement et un juste défi pour le muscle. Ces exercices-là vont permettre de travailler surtout en fait la fonction de la langue, les lèvres, le vol du palais et la mâchoire. On peut également normaliser la sensibilité, puis aussi travailler au niveau du réflexe de déglutition, par exemple en utilisant la stimulation de la déglutition de Rod qui peut être réalisée. On peut également utiliser d'autres stratégies compensatoires telles que mâcher du chewing-gum, la déglutition forcée et bien d'autres encore. On peut également utiliser des stratégies comportementales. Par exemple, la modification du comportement peut être réalisée avec le patient, par exemple, en lui demandant d'avaler consciemment lorsqu'il entend un son, qui est une stratégie qui a été démontrée comme étant efficace. Aussi, il va être important de prendre en considération la motivation ainsi que les habiletés physiques du client. Le support de la famille et des proches est également important. En effet, c'est important de les impliquer dans le processus et de leur faire de l'enseignement pour leur permettre, par exemple, de faire des rappels auprès du client. Il est également important que le thérapeute donne la rétroaction au client pour que le client puisse suivre une évolution favorable. Il y a également d'autres pistes d'intervention possibles, comme le EMST, qui permet de renforcer les muscles respiratoires, puis également le VAST, qui est un modèle pour déglutition normale. Donc, également, il est important de revoir le plan d'intervention dans le temps, puisque la condition de la personne est susceptible de changer. Puis, aujourd'hui, on vous a montré les interventions de l'ergo, ce qui a été vraiment mis de l'avant dans notre présentation, mais on veut vous rappeler toute l'importance de considérer les autres professionnels de la santé, puisque leurs champs d'expertise peuvent être très intéressants pour compléter nos interventions. Donc, nos messages clés, c'est que plusieurs causes peuvent être responsables de la sialorrhée chez un patient atteint de Parkinson. Ainsi, il est bien important de cibler la cause principale de la sialorrhée pour pouvoir mettre en place une intervention optimale et individualisée qui permettra de répondre aux besoins du patient. À ne pas négliger non plus cet aspect dans le quotidien des patients puisque cela peut aussi avoir beaucoup d'impact au niveau occupationnel et au niveau socio-affectif. Également, on espère fait comprendre l'importance de promouvoir l'implication de tous, tant par l'interdisciplinarité dans l'équipe que par l'importance de la famille et des proches dans le processus. Donc, en conclusion, nous espérons que cette présentation vous aura permis de voir que la sialorrhée présente plusieurs impacts dans la vie des personnes qui en souffrent, tout comme pour leur entourage. C'est pourquoi nous souhaitons également que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre en quoi l'ergothérapeute peut intervenir à ce niveau, dans le but de pouvoir diminuer ces impacts. Dans le même ordre d'idée, nous pensons qu'il est de notre devoir comme futur ergothérapeute de s'intéresser aux prochaines études qui seront publiées sur le sujet afin de mieux saisir encore les causes qui ont un impact sur la sialorrhée et ce, toujours dans l'optique de proposer les interventions basées sur les données probantes. Nous lançons donc l'idée qu'il serait pertinent également de réaliser une étude qui sera réalisée lors des phases on et off de la médication, ce qui serait plus représentatif de la sévérité de la sialorrhée, tout en utilisant des outils qui permettraient de mesurer cet aspect de manière plus objective. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et en espérant que cette capsule NARI vous ait plu. Merci et bonne fin de journée!